On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir une entreprise nouvellement installée sur la rue Godette dans le parc industriel Frontenac Technologies. Mais d'abord, restons dans le domaine de l'économie, bilan de la dernière année avec la directrice générale de NextDev. Parlons d'économie, de développement économique, parlons de la région, comment se comporte-t-elle? Faisons aussi le bilan de cette première année à la tête de NextDev Développement économique au Richelieu avec sa directrice générale, Carole Cardinal. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Déjà un an? Déjà un an. Ça passe vite. Ça passe vite, mais en même temps, on fait beaucoup de choses aussi en un an, même si on aimerait toujours être plus loin, mais on a bougé beaucoup. Bon, toujours intéressant de voir, après un an, là, on a quand même un minimum de recul, on a eu le temps de prendre connaissance des dossiers, on sort d'une pandémie, il y a l'inflation, il y a la pénurie de main-d'œuvre, il y a le phénomène de l'immigration, il manque de logement. Bref, la cour est pleine, mais puis vous arrivez aussi d'une autre région. Quel est le regard que vous portez un an plus tard du topo de la situation? Il y a des choses qu'on découvre dans l'année, mais il y a des choses qui restent quand même vraies, qui étaient présentes au départ. Je me souviens, j'étais venue vous voir, la volonté de la région de travailler ensemble, travailler fort, aborder les situations de façon positive, volontaire, dynamique. Je disais que la région avait un appétit pour créer des choses. Ça reste. Puis c'est une belle force que la région a, en plus d'autres avantages. Là, mais les gens qui forment le développement économique, qui ont encore... Je le perçois une année après une année encore. Oui, c'est sûr que la réalité de l'analyse est plus fine, là, un an plus tard, avec tous les enjeux que vous venez de nommer. Mais après ça, il faut prioriser. Il faut aborder, on peut, oui, tout aborder en même temps sur le même pied d'égalité, mais souvent, c'est une recette pour pas avancer ou pas avancer assez rapidement. Donc, on s'établit des priorités, puis on travaille sur celles-là. On a le créneau de la sécurité qui est toujours aussi fort. Je réalise cependant que, tu sais, pour les prochains mois, il va falloir commencer à élargir, regarder de façon plus globale les autres secteurs d'activité, comment on renforce notre économie, autrement qu'avec un seul créneau. Il y a d'autres créneaux sur lesquels miser. On a assurément les enjeux de main-d'œuvre, d'immigration, celles qu'on retrouve beaucoup à l'intérieur du chantier main-d'œuvre. Mais moi, je me rends compte, puis ça a été nommé quand on a fait le chantier, on a besoin d'un chantier plus global pour aborder les choses qui peuvent être même à plus long terme, puis qui vont créer une vision pour plusieurs années à venir. Donc, pour répondre à votre question précisément, aussi positif qu'au départ, mais avec une vision qui est à plus long terme, je dirais, après un an. Donc, vous sentez une certaine cohésion dans la vision du développement économique. C'est sûr que, bon, vous n'étiez pas là dans les dernières années où le climat politique, disons, était plus difficile. Donc là, il est plus stable. Oui. Donc, vous sentez, parce qu'en même temps, NextDev, développement économique, c'est la ville, mais c'est aussi la MRC. Donc, c'est vraiment un tout, même si la ville occupe évidemment une portion importante du nombre de la population. Maintenant, les enjeux sont là. Les enjeux sont les mêmes. Prenons-les, disons, un par un. Parlons d'abord de la pandémie. Parce qu'on est post-pandémie. De ce que je comprends, même pour vous, c'est un peu difficile de tracer un rapport ou un bilan, comme NextDev l'a peut-être déjà fait dans le passé avec son rapport annuel et tout ça, parce qu'on sort de cette pandémie-là. Est-ce qu'on est capable d'avoir quand même certains chiffres sur les mouvements économiques, sur les entreprises, le nombre d'employés et tout ça? On a fait le choix cette année de vraiment focusser sur l'action. Donc, on va faire notre diagnostic en étant en relation avec les entreprises. Il y avait traditionnellement un portrait qui se faisait avec des sondages à un moment précis. On en a parlé cette année, on a décidé de changer la façon de fonctionner pour miser sur le temps que nos conseillers, l'équipe,
va passer en entreprise. Puis pendant cette année-là, on va obtenir les informations on aurait obtenues là, en appelant ou en envoyant des courriels. C'est un peu technique, mais donc notre bilan personnalisé là, que NextDev avait l'habitude de produire, on va être plus en même de le faire l'année prochaine. Okay. Ceci dit, pour moi, on est clairement post-pandémie, mais post-pandémie et pré quelque chose de difficile quand même. L'inflation, il y a un contexte assez difficile. On parlait, là, il y a des données qui sont sorties hier, dans la production des biens. Donc, dans le manufacturier, on est clairement en deçà de ce qu'on a connu même l'année passée. Donc, il y a un ralentissement. Les approvisionnements, les entreprises diminuent leur stock. Fait que ça fait mal à certaines entreprises également. Même si on n'a pas fait de sondage micro comme on le faisait peut-être les autres années, est-ce qu'on est à même de savoir s'il y a eu des ouvertures d'entreprises, des fermetures d'entreprises, la création d'emplois ou de la perte d'emplois? Avez-vous quand même une petite idée là-dessus? Pas chiffré, mais ce qu'on a comme richesse avec l'interaction qu'on a avec les entreprises, il y a beaucoup de projets. On s'est donné l'objectif d'aller vers 100 des industriels cette année, puis on va l'atteindre. Il y a 137 projets chez NextDev depuis le début de l'année avec les industriels. Il y en a certains que c'est quand on est proactif puis on va les voir, mais on reçoit aussi beaucoup d'appels. Fait que pour moi, ce niveau d'activité-là, c'est un indicateur qu'il y a des projets, il y a du dynamisme, ça va bien, même si la situation... Quand je dis que ça va bien, il y a un dynamisme, ça ne veut pas nécessairement dire que leur chiffre d'affaires va augmenter cette année. Il n'y a pas de perte d'emploi. Les entreprises sont tournées de plus en plus quand même vers les solutions numériques pour automatiser. Donc, l'emploi se transforme. C'est une bonne nouvelle. Aussi, ça veut dire qu'on risque d'avoir des emplois à plus grande valeur ajoutée. Quels sont les impacts à ce moment-ci de l'inflation sur les entreprises? Avez-vous là, des propriétaires d'usines là, qui vous appellent parce que là, l'inflation leur fait extrêmement mal puis ils ne savent pas trop comment s'en sortir à ce moment-là? On n'a pas d'appel de « je vais extrêmement mal à cause de l'inflation », mais on a beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Donc, c'est un indice que... une préoccupation. Oui, c'est une préoccupation. Donc, comme j'en parlais, là, les stocks, on fait moins d'achats quand on est dans une instabilité comme en ce moment. Donc, ça a nécessairement un impact sur les commandes, sur les chiffres d'affaires. Mais dans aucun cas, en tout cas qui était... On ne parle pas de coupe de poste ou de... On parle vraiment de pouvoir remobiliser les gens sur d'autres équipes. Donc, oui, ça fait mal. On est en veille active de la part des entreprises pour être sûr qu'on ne se fait pas surprendre, mais on n'est pas dans un moment difficile à l'extrême comme on peut le vivre. Est-ce que je vais avoir la même phrase dans 6 mois, 9 mois? On ne peut pas le dire, mais les entreprises sont à la fois alertes là, à ce qu'ils vivent, mais ne sont pas en état de catastrophe. Pour les entreprises qui exportent, à tout le moins en ce moment, le dollar canadien est quand même relativement bas par rapport au dollar américain. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça permet peut-être à certains de souffler, en tout cas pour les entreprises qui exportent. Mais il y a aussi cet autre phénomène qui est la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Oui. Qui touche tout le monde, tous les secteurs d'activité confondus. Puis là, on veut bien compenser par l'immigration, mais encore faut-il avoir des immigrants qui sont qualifiés puis des immigrants qui ont un permis pour travailler. Ça, c'est l'autre donne également. Est-ce que vous avez un cri du cœur de la part des entreprises là, qui peinent à chercher là, des nouveaux employés? Oui. Je vais m'avancer. C'est moins important dans le ressenti que ce qu'on entendait il y a 2 ans, pour différentes raisons. Ça s'est stabilisé. Certaines ont fait des choix d'automatisation, des choix de gestion. Il y a un contexte économique, donc c'est moins criant, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut arrêter de s'en préoccuper parce que c'est là pour rester sur une longue période de temps. Donc, il faut continuer à travailler notre vision, il faut travailler des projets de logement,
en complémentarité avec la ville. Il faut continuer à se poser des questions sur comment on peut être attractif, parler aussi aux gens qui habitent pas nécessairement à Saint-Jean pour qu'ils viennent travailler, poursuivre les efforts du chantier main-d'œuvre, puis rehausser aussi notre tissu socio-économique dans le territoire. Bon, on le sait, le taux d'inoccupation des logements est extrêmement bas. Puis bon, on veut bien, là, mais bon, on ne peut pas créer des maisons et des logements en claquant des doigts. Est-ce que ça, actuellement, c'est un topo qui, disons, qui nuit peut-être au potentiel pour attirer des nouveaux travailleurs dans la région? Est-ce que c'est un handicap? Bien, on aimerait avoir un taux d'occupation, d'inoccupation plus élevé. C'est sûr que pour faire de l'attraction de main-d'œuvre, c'est préférable. Mais il y a un bon bassin. Saint-Jean, géographiquement, est situé quand même dans un univers... Il faut l'élargir. Où on est capable d'attirer des gens qui, c'est peut-être pas à l'année 1, qui vont donc venir contribuer comme force de travail, puis tranquillement vont gagner en amour avec la région, puis ils vont s'établir. Donc, on aimerait que ça soit plus grand, mais je pense qu'il y a quand même du travail qui peut continuer à se faire. Puis il y a une partie qui nous appartient. Il y a une partie aussi qui appartient à la ville, aux villes, pour s'assurer qu'il y a du logement qui peut se construire. Je comprends que la ville de Saint-Jean a différents chantiers, puis est en train de pouvoir arriver à des belles solutions. Mais l'inflation joue aussi son rôle dans la capacité des entrepreneurs, des développeurs résidentiels à construire des projets aussi. Ce n'est pas un moment optimal pour faire ces investissements-là. Bon. Reste-t-il suffisamment d'espace dans nos parcs industriels là, de Saint-Jean et Iberville? Ça a souvent fait l'objet de manchettes dans l'actualité. Est-ce qu'il reste des terrains où il n'en reste pas beaucoup? Oui. Il y a différentes façons de l'aborder. Il reste des terrains, mais on arrive carrément au moment où il faut parler de redéveloppement. Tantôt, d'entrée de jeu, je disais il faut prioriser nos actions chez NextDev. J'avoue que la question des terrains, on avait différents morceaux à mettre en place. Pour moi, carrément, en complémentarité avec la ville, l'automne, c'est un moment où il faut vraiment élaborer des stratégies immobilières. Il y a des terrains qui peuvent être maximisés, qui ont un bâtiment, mais qui devraient avoir davantage de pieds carrés, davantage de valeur. Il y a des terrains où il faut aller maximiser. Mais est-ce qu'on a plein de terrains vacants comme on voyait il y a 15, 20, 25 ans? Non. C'est assez similaire dans d'autres régions, mais chez nous, c'est criant. Sauf si la ville finit un jour, comme le disait la mairesse, à développer certains terrains industriels à l'aéroport, mais là, ça va prendre des infrastructures, ce qu'on n'a pas en ce moment. Oui. Donc ça pourrait être une ouverture. À partir du moment où on va être capable de développer des terrains à l'aéroport, ça va donner un second souffle là, dans les espaces disponibles. Absolument. C'est dans l'esprit du développement de la zone d'innovation. Ces terrains-là sont absolument nécessaires pour accueillir des entreprises spécifiquement dans ce créneau-là. Ça donne quand même un bon aperçu de l'état des lieux. Oui. Là, vous en entamez votre deuxième année. Et là, on verra bien sûr, donc par la suite, comme vous l'avez dit tantôt, on aura peut-être une meilleure idée dans un an, avec un meilleur sondage peut-être auprès des entreprises pour avoir un son de cloche plus microscopique, disons, de l'état des lieux. Mais on comprend un peu là où on est et là où on s'en va désormais. Absolument. Un gros merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. L'informateur Joannais qui va peut-être devenir l'informateur Montarvillois, Alex. Ah, c'est vrai, une grosse nouvelle dans le monde du football. Et bonne chance à Étienne Papineau. Oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Occasionnellement, en cours de saison, on aime bien vous faire découvrir des entreprises de chez nous et entre autres des entreprises issues du secteur industriel. Des entreprises pour lesquelles vous passez peut-être occasionnellement en auto devant sans trop savoir ce qui s'y trouve. Et on en a quelques-unes comme ça du côté du parc industriel d'Iberville ou du côté de Saint-Jean. Aujourd'hui, on est du côté de Saint-Jean, rue Godette,
non loin de Compo au Richelieu, l'écocentre DHL également. C'est la compagnie Frontenac Technologies. On reçoit avec nous son PDG, Mathieu Aubre. Bonjour et bienvenue. Merci, c'est gentil. Quelle est l'histoire de cette entreprise-là et quelle est la spécificité de cette entreprise-là? Autrement dit, qu'est-ce que vous faites au juste? Bien, globalement, Frontenac, on est une compagnie qui date depuis 1995. On a commencé dans nos débuts vraiment dans le domaine de la manutention pour venir aider vraiment les opérateurs, la productivité des entreprises, vraiment au niveau là, structure ainsi que bâtiment. On vient combler nos systèmes avec soit le bâtiment pour venir aider vraiment les entreprises avec la manutention. Donc, que ce soit des potences, des ponts roulants, des systèmes conventionnels pour les aider. Donc, ça, c'est vraiment le but premier de Frontenac. Puis, on a connu nos débuts, en 95, on s'est installé sur la Rive-Sud. Puis là, aujourd'hui, c'est la nature de ce qu'on fait, là, à travers le Québec, ainsi un peu au Canada aussi. Bon, parlez-nous un peu justement des débuts, le fondateur, l'histoire. Qu'est-ce qui fait que vous étiez ensuite à Iberville, là, maintenant vous êtes aujourd'hui à Saint-Jean, donc il s'est écoulé quand même presque 20 ans. Comment ça a commencé au début? Dans le fond, le fondateur, M. Alain Lacasse, qui est décédé malheureusement l'année dernière, dans le fond, le fondateur, pardon. Donc, dans le fond, le fondateur, parti en 1995, basé à Laval. On a travaillé là-bas. Moi, j'ai commencé par la suite en 2007-2008 là-bas à Laval. On a commencé tranquillement à opérer de plus en plus gros. Par la suite, M. Lacasse était basé sur la Rive-Sud, proche des lignes à Saint-Armand. Donc, on a décidé de rapatrier l'entreprise sur la Rive-Sud. Donc, on a déménagé l'entreprise au complet, basé après ça, Bedford, puis après ça, Iberville. On a fait 5 ans à Iberville, connu une grosse croissance. Par la suite, on cherchait un emplacement, soit pour s'installer. Donc, mais c'est difficile dans notre domaine de se trouver un bâtiment où on peut aller louer ou quoi. Donc, finalement, on a décidé, Alain, un de ses derniers rêves, là, Alain était malade du cancer, donc Alain il a décidé de se bâtir vraiment sur la rue Godette dans 2019. C'était son rêve à lui, de mettre le nom de Frontenac sur une entreprise, sur un building. Là. Okay. C'était un de ses rêves qu'il voulait qu'on accomplisse ensemble avant. Donc, l'entreprise s'est promenée, Laval, Bedford, Iberville, pour ultimement arriver où ce que vous êtes aujourd'hui sur la rue Godette, dans la partie haute là, du parc industriel. Bon, vous l'avez dit, il était malade, il est décédé. Puis là, vous êtes comme... On était partenaires. Vous avez comme monté rapidement dans tout ça, là. Oui, bien moi, j'étais là, comme je disais, depuis 2007-2008, mais on a connu, quand dans mes débuts, on n'était que 3 employés, on a connu une croissance de plus en plus. Par la suite, rendu à Iberville, nous, on était rendu autour de 15-16 employés de mémoire. Là, après ça, on a décidé de bâtir, puis là, on grossait d'année en année. Donc là, bien, c'est sûr que moi, j'étais déjà dans les opérations, j'étais déjà dans les ventes, j'ai touché à tout là, dans l'entreprise. J'ai commencé dans le bas, là, en tant qu'électromécanicien. OK. Oui, exact. Puis, dans le fond, M. Lacasse, avec le temps, moi, je suis devenu partenaire avec lui en 2016, avec vraiment le rêve de reprendre l'entreprise en entièreté. Et là, suite à son décès, donc, vous vous êtes retrouvé à quoi, à l'âge de 35-36 ans, PDG de cette compagnie-là? Là? Exact, oui. Il a fallu que je fasse... Bon, mais là, il y a eu évidemment tout le rachat avec la succession, les banques et tout ça. Là, ça a été un bon défi. Oui, je présume. Un bon défi. Ça a duré à peu près 1 an et quelques. Puis finalement, ça s'est concrétisé en avril. Et là, vous êtes aujourd'hui l'unique actionnaire de cette compagnie-là. Exactement, en plein ça. La compagnie compte aujourd'hui 25 employés. C'est exact. Au cours des 2 dernières années, si je ne me trompe pas, vous avez presque doublé votre chiffre d'affaires? Dans les 3 dernières années, oui, exactement. Le chiffre d'affaires a plus que doublé, oui. À quoi vous attribuez ce succès-là? Est-ce que le fait d'arriver dans cette nouvelle usine-là, ou c'est le contexte, ou c'est l'économie, ou c'est la pandémie, bref, qu'est-ce qui explique que la compagnie a pu connaître autant de succès dans les 2-3 dernières années? Je ne crois pas que la pandémie a tant joué en notre faveur. Je pense sincèrement que oui, les prix ont augmenté, évidemment, pendant la pandémie, on le sait tous, là. Mais c'est vraiment, je pense, c'est notre approche clientèle. On est une compagnie qui est excessivement dynamique, responsive, excusez pour l'anglicisme, mais on offre un service qui est unique à nos clients. T'sais, on est vraiment une entreprise qui est de A à Z, clé en main. Donc quand une entreprise nous approche, il n'y a pas à faire affaire avec plusieurs sous-traitants. On offre de la conception jusqu'à l'installation, la certification. Donc, on a un one-stop shop, là. Donc, vraiment, ça nous amène vraiment à satisfaire tous les besoins de nos clients, là. Qui sont vos clients? Qui est la compétition? Qui joue dans ce domaine-là? Monsieur, madame, tout le monde.
On est moins dans le résidentiel, bien sûr, là, on s'entend. Là. On a eu certains clients, des fois, qui ont décidé de faire des petits systèmes pour leur garage personnel pour monsieur qui décide de jouer sur sa voiture. Là. Mais sinon, dans le gros, on a que ce soit des ABB, que ce soit des Schneider électriques, que ce soit ici à Saint-Jean, on en a un peu partout. On a eu des Acier Select, on a eu un peu tout le monde. Là. C'est comme ça, les noms m'échappent, là, mais tous les clients possibles. Que ce soit dans l'alimentaire, Olimel, que ce soit AgroPur, puis on fait des systèmes en acier inoxydable aussi. Donc, ça peut être vraiment n'importe quel type d'entreprise. Ça peut être des garages aussi de camionneurs ou des choses comme ça. Est-ce qu'il existe beaucoup de compétition dans ce domaine-là? Surprenamment, au Québec, on a, je dirais, moins que 10 entreprises qui se situent au Québec. Il y en a des plus grosses. Il y en a des plus grosses. Là. Puis, mais nous autres, on se dirait, on est dans les top 3, vraiment, top 4 au Québec, en termes de où est-ce qu'on se situe, puis en termes de volume. Là. OK. Faisons un peu de pédagogie pour que les gens comprennent bien ce que vous faites. Ouais. Vous avez, dans le fond, des équipements qui servent au levage et à la manutention. Exactement. C'est pas des chariots élévateurs. C'est ça. C'est vraiment des ponts roulants. Donc, c'est vraiment une structure. Disons, on va parler des gros ponts roulants. Disons, il y en a qui vont jusqu'à 100 tonnes, peu importe. Là. Mais peu importe la capacité, c'est vraiment une structure en acier qui roule sur le dessus dans un édifice, qui vient vraiment avec un palan. Donc, il y en a qui vont dire un chain block ou un hoist, qui va venir vraiment lever une pièce à l'aide d'une manette que le gars peut opérer pour lever des grosses pièces, que ça soit de l'acier, que ça soit de l'aluminium, peu importe, mais des gros morceaux. Comme qu'on en fait des petits pour monsieur, madame, tout le monde, qui, dans leur quotidien de leur travail, ont besoin de manipuler plusieurs pièces au quotidien de la journée. Donc, je donne un exemple. On peut penser à quelqu'un qui va desservir une table laser. Toutes les compagnies en ce moment, un des gros booms qu'on voit dans les dernières années, c'est les entreprises qui font de la découpe laser, qui sous-traitent le laser, que ce soit CBR Laser, appelé civil ou des compagnies comme ça. Bien, eux, ils ont des opérateurs à journée longue qui prennent des plaques d'acier pour les mettre sur des tables. Bien là, à journée longue, la personne peut faire ça 200-300 fois ou 100 fois. Donc, ça peut créer des maux de dos. Donc, on crée des systèmes autour, une structure avec un petit palan, un petit manipulateur pneumatique. Il vient, met la succion, prend ça, met ça sur la table. Donc là, l'opérateur, soit que des fois, les compagnies, ils en utilisent 2 personnes pour le faire. Donc là, il vient de gagner un opérateur. Et en plus, dans le fond, bien là, la personne, elle ne se plaint pas de maux de dos, ainsi de suite. Donc, vous les créez de A à Z. Oui, on fait la conception au complet. Selon le besoin du client. Exact. Ça devient quand même assez intéressant. Donc, c'est pas comme disent les Anglais, du one size fit all. C'est-à-dire que vous avez un client qui a un besoin, mais après ça, vous êtes capable d'ajuster, de le dessiner, de le créer pour le client. Ça. Souvent, on repart à peu près d'une base similaire. Donc, que ce soit d'une potence, mais ça peut être à un plus gros niveau, des plus grandes distances. Même chose pour les ponts. On a des ponts ergonomiques, puis on a des ponts roulants qui viennent répondre à pas mal tous les besoins. Je prends un autre exemple, puis peut-être que je suis dans le champ. Je ne sais pas, moi, je suis fils de garagiste. Donc, j'ai souvent vu dans les garages, évidemment, le fameux lift, le chariot qui élève la voiture. Mais, exemple, quand un mécanicien voulait changer un moteur, il y avait une pôle avec une chaîne pour soulever la pièce. Oui, une chèvre ou une girafe. Là, exact. Donc, vous, dans le fond, vous créez des équipements pour lever des similaire à ça, oui. C'est pas exactement ces produits-là, mais j'en ai des compagnies de camions, que ce soit Camion Lanaudière ou autre, qu'eux, on a installé des systèmes au-dessus. Le camionneur peut rentrer, le mécanicien, s'il a un travail à faire, ouvre le capot, il est capable de venir élever le moteur au complet, là. Donc, on a fait des équipements comme ça, justement. Donc, vous, là, vos 25 employés, là, c'est quoi leur poste, c'est quoi leur titre, c'est quoi leur tâche, dans le fond? On a beaucoup de journaliers, on a des soudeurs, on a des électromécaniciens, on a des gars qui installent, on a des ingénieurs, des dessinateurs, on a évidemment du monde, du personnel aux ventes. Donc, je vous dirais, bon, il y a de l'administration aussi, mais globalement, là, c'est pas mal ça. Bon, on a fait référence tantôt rapidement à la pandémie. En quoi la pandémie a touché ou non à vos opérations? Nous autres, étant donné qu'on avait des clients dans le besoin essentiel, comme je disais tantôt à l'IMEL AgroPur, on a eu des papiers qui nous ont permis de continuer, mais on a été fermé 2 semaines. C'était fermé 2 semaines, puis je pense que la semaine qui a suivi, on était peut-être à 50 de staff qui a commencé, là, parce que tu avais quand même des employés qui, avec la pandémie qui venait d'arriver, qui avaient des craintes de rentrer au travail. Là. Donc, ça a été un petit bout de temps avec le fil en aiguille. Pas trop mal, quand même. Pas trop mal. Donc, ça a été une bonne année quand même, celle-là. Ça a été quand même une bonne année. Là. Bon, puis c'est quoi pour vous maintenant les défis ou les projets d'avenir?
Là, nous autres, c'est sûr, bien, mon projet personnel, c'est sûr, quand il y a eu le décès du président, du fondateur, j'avais le projet personnel de, faire l'acquisition. Donc, j'avais beaucoup de temps qui était à mettre là-dedans, malheureusement. Mais en même temps, je devais m'occuper de la croissance, puis des employés, puis le quotidien. Là, vraiment, c'est l'emphase, c'est on fait le Québec, mais là, on a vraiment, d'ici 2 ans, 3 ans, vraiment le vent dans les voiles pour sortir du Québec. Puis on veut vraiment commencer l'Ontario, commencer à s'en aller vers jusque dans l'Ouest. Ah, oui, avec des produits. On a des produits qui sont faciles à exporter en dehors du Québec. Donc, c'est vraiment notre but là, dans les prochaines années. Est-ce que vous êtes à la recherche de plus gros clients, des clients du genre Amazon et compagnie, là, qui ont des grosses usines ou avec beaucoup de trucs qu'on doit lever et déplacer? Est-ce que ça fait partie des cibles éventuelles? On a été approché par une compagnie, justement, pour Amazon commencer à mettre ces produits-là en place là, via ces plateformes-là, qui est en train de se faire tranquillement. Mais oui, on a des compagnies, des associations qu'on a faites à travers le Canada. Puis on a aussi quelqu'un dans le Québec qui est vraiment plus axé, là, les maritimes et tout ça, qui s'occupe de ça, les grosses alumineries puis tout ça, avec qui on s'est entendu ensemble. Donc, tout ça ensemble, c'est ce qui nous aide à grossir aussi. Souvent, dans les nouvelles à caractère économique, on parle à la fois d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre. Comment vous tirez-vous d'affaire dans ces deux volets-là? Pénurie de main-d'œuvre, chez nous, ça va quand même bien. On n'a pas trop de difficultés. Okay. Évidemment, on a une bonne formule chez nous pour attirer les gens. C'est pas toujours facile. Trouver les gens compétents aussi, c'est pas toujours facile. On peut trouver des gens, mais qui se pointent pas le lendemain. On en a vu de tous les couleurs. Mais on a une bonne formule pour ça, donc ça nous affecte pas trop, honnêtement. Okay. Et l'inflation? Je vous dirais pas si pire. C'est sûr, c'est pas si pire. Ce qui nous a beaucoup nui, c'était plutôt la difficulté d'approvisionnement. On a beaucoup de produits, nous, qui viennent de l'Allemagne. On passait d'une semaine de délai à 26 à 36 semaines. Ça a été dur. Donc là, Frontenac a dû vraiment serrer un petit peu puis se dire, OK, tu sais quoi, on va mettre de l'argent sur la table, on va commander à coût de 100, 200 000, aller chercher de l'inventaire, rentrer l'inventaire puis de commander de base régulière pour être capable de répondre à la demande, parce que si on ne l'avait pas fait, ça aurait été difficile. C'est plaisant, la nouvelle usine sur la rue Godette, dans le parc industriel? Absolument. Vous êtes bien installé? Absolument, oui. Honnêtement, c'est un beau petit coin. Un beau petit coin, honnêtement. Puis c'est tellement bien situé, la 35 est tout proche, il y a plein d'autres usines autour, il y a des clients tout partout. Fait que, Monsieur Aubre, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci, c'était gentil de m'avoir accueilli. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Demain, samedi, c'est la tenue du 42e mini-congrès des alcooliques anonymes. C'est un gros événement qui rassemble plusieurs centaines de personnes. Ça se tient encore une fois à la polyvalente Chanoine-Armand-Rasco, principalement dans la partie de l'auditorium. Si vous avez de l'intérêt, de la curiosité, c'est le bon endroit pour y aller. C'est demain à la polyvalente congrès des alcooliques anonymes. À demain. Bye-bye.